On va parler avec mes invités des promesses de l'apprentissage personnalisé avec de l'intelligence artificielle et des technologies qui s'invitent dans les salles de classe. On en parle donc avec Guillaume Pereira qui est en charge de l'éducation et de la mise en place des projets JAMF, c'est comme ça qu'on prononce ? Chez JAMF, tout à fait, ouais. Bonjour. Alors JAMF, c'est un expert en solutions Apple. Oui, tout à fait. Que vous appliquez, que vous intégrez, que vous expliquez aux collectivités, aux établissements scolaires. Donc vous êtes un témoin privilégié de l'arrivée de ces outils technologiques dans les classes et même dans l'enseignement supérieur. À côté de vous, Catherine de Villepuillère, qui, après 25 ans d'enseignement scolaire au collège, lycée, en classe prépa, vous avez quitté tout à fait cette profession pour vous consacrer au transfert de recherche en sciences cognitives et en intelligence artificielle pour cofonder Evidence B. Alors, donc on parle d'une EdTech française qui déploie des modules d'apprentissage adaptatif. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire derrière, à destination des élèves du primaire au lycée, mais aussi de leurs professeurs. Et puis nous avons avec nous en visio Katharina Butti, qui est enseignante d'anglais, linguiste, fondatrice de Spell Languages, qui est un centre d'apprentissage ludique, créatif, de langue pour les enfants de 0 à 12 ans. Vous êtes située à Genève, en Suisse, et vous êtes aussi responsable de l'implémentation d'un robot qui s'appelle EMIS, son implémentation en francophonie précisément. Donc vous allez pouvoir nous témoigner d'un premier retour d'expérience sur cette classe, qui est une première en Europe, une classe d'anglais robotisée. Ça se passe donc en Suisse avec des enfants de 4 à 7 ans. Alors, on va commencer sur la question des sciences cognitives, puisque tout part de là, visiblement. On s'aperçoit que grâce aux sciences cognitives, on comprend mieux les mécanismes d'apprentissage chez les élèves. Qu'est-ce qu'on en retire d'ailleurs comme enseignement principal ? Alors effectivement, il y a plusieurs types d'enseignements qu'on peut tirer des sciences cognitives. Nous, chez Evidence B, ce qu'on en tire, c'est vraiment des choses sur la manière dont le cerveau apprend les savoirs fondamentaux. Le nombre, la syntaxe, une nouvelle langue. Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait pas avant ? Ce qu'on apprend qu'on ne savait pas, c'est justement par rapport aux didactiques traditionnelles. Si on prend la question du nombre, on apprend par exemple que le nombre, c'est d'abord une compétence innée. Un enfant, à la naissance, il sait discriminer des quantités. À 18 mois, il sait discriminer des proportions. Or, ensuite, quand il arrive à l'âge scolaire, quand on arrive dans les savoirs vraiment didactiques avec le langage mathématique, c'est très difficile. Donc, ce qu'on apprend, c'est comment on passe de ces compétences innées justement aux compétences vraiment scolaires. Et typiquement, sur le nombre, c'est un petit exemple parmi d'autres, on apprend un exemple ô combien important, puisque les mathématiques sont revenues au centre des préoccupations. Donc nous, on travaille pas seulement en mathématiques, mais c'est vrai que c'est un champ très important, surtout que ça concerne tous les enfants du monde, en réalité. Oui. Et on voit bien qu'il y a des difficultés, discriminer 2/5 et 1,5. Il y a 75% des élèves dans le monde qui pensent que 2/5 c'est plus grand qu'1,5 dans les études PISA. Donc c'est pas du tout un problème franco-français. Et par exemple, ce qu'on apprend sur le nombre, c'est que le passage par la ligne numérique est extrêmement important. Donc parce que dans le cerveau, l'espace et le nombre sont très proches. Enfin, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais donc il faut absolument entraîner ces capacités innées-là, que le passage au symbolique doit se faire extrêmement progressivement. Sur les fractions, on apprend par exemple que travailler sans la nommer, la probabilité très tôt, dès la grande section de maternelle, à la limite, c'est un concept qui va ancrer des concepts très importants pour la proportion numérateur-dénominateur. Donc c'est tout un tas de choses comme ça que nous, on va mettre dans nos ressources, dans nos activités, dans les gameplays digitaux, ce qu'on appelle un gameplay. Et ensuite, évidemment, même si le cerveau, on va dire, et les structures sont les mêmes pour tout le monde, après, tous les enfants ne marchent pas au même âge. Donc, effectivement, un professeur dans sa classe, il a des enfants qui ont bien intégré un certain nombre de fondamentaux, d'autres qui n'en sont pas là. Et c'est là où la personnalisation... peut-être pas aussi du même environnement chez eux. Exactement. Du même éveil. Très, très multifactoriel. Et donc, au fond, l'intelligence artificielle, les algorithmes de personnalisation sont là, non pas pour analyser les causes de ces décalages. Ils sont là, ils sont très, très complexes. Et toutes les études qui vont documenter pourquoi les enfants n'en sont pas au même point, c'est très important, mais c'est pas, on s'en occupe pas nous. La personnalisation, c'est pouvoir donner à chaque élève, en fonction de son niveau de maîtrise, justement des choses très personnalisées. Et nous, de ce point de vue-là, on utilise des techniques qui vont vraiment personnaliser. C'est pas de la mémorisation, c'est pas du redonner à intervalles réguliers aux élèves. Non, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Et il y a aujourd'hui, en milieu éducatif, quand ça a été bien entraîné, quand on fait comme nous, quand on s'appuie sur des laboratoires de recherche, y compris en IA, qui ont déjà entraîné
en milieu éducatif, en fait, on se donne beaucoup plus de chances d'être efficace en milieu éducatif. Alors, on va y venir aux méthodes plus précisément. On va d'abord donner la parole à Katharina Buti, donc, qui est connectée avec nous depuis Genève, de Spell Languages. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Tech. Je voulais que vous nous parliez de ce projet pilote, la première classe d'anglais robotisée d'Europe pour les enfants de 4 à 7 ans. Déjà, peut-être commencer avec quelles étaient les hypothèses des concepteurs de ce robot et quel est votre premier retour d'expérience par rapport à ces hypothèses qui ont été formulées en laboratoire. Du coup, effectivement, dans l'hypothèse, on voyait que le professeur sera soutenu, que l'enseignant, le rôle d'enseignant va changer de vertical, qui est quand même un sens unique, à une position beaucoup plus horizontale, où l'enseignant, où le robot devient un partenaire de l'enseignant dans ce qui se passe dans la salle de classe, mais l'élève ou les petits groupes d'élèves ont également des partenaires d'apprentissage. Donc, le rôle de professeur allait être celui de facilitateur d'apprentissage, quelqu'un qui organise le cursus, qui dirige les élèves vers les acquis, mais comme on a dit déjà avant, que l'enfant puisse le faire à son rythme et que peu importe les différences entre les élèves, peu importe la personnalité de l'élève ou plus précisément, surtout en pensant aux élèves qui sont plus timides, plus réservés, que ça leur donne plus de possibilités à s'exprimer réellement et à avoir la chance d'apprendre en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a moins de barrières. Excusez-moi, juste simplement pour être sûr de comprendre, il y a moins de barrières entre un enfant et un robot qu'entre un enfant et un enseignant. Il y a moins de barrières sociales, j'allais dire. Pour l'enfant, le robot va devenir quelque part un compagnon, va devenir... c'est dans le DNA de l'enfant de vouloir avoir ces personnages de dessins animés qui est à côté d'eux. Et effectivement, il y a moins de barrières, il y a cette volonté de faire, d'apprendre avec le robot. On va apprendre aussi par les jeux, on va apprendre par l'activité. Donc, l'enfant va être autant plus motivé, autant plus stimulé. Et il va oser, effectivement, il va oser ce qui n'est pas toujours le cas. Si on est déjà un grand groupe en face d'un seul professeur et en plus on a cette différence entre une personne adulte, une personne dont nous a enseigné de toujours respecter. On respecte le robot, mais en même temps on s'amuse avec. Et ce que nos professeurs nous ont dit, en plus de toutes les hypothèses qui se sont confirmées, c'est que dans la classe où on a plusieurs robots qui permettent à l'enfant de collaborer, ça leur donne un environnement serein pour observer l'évolution de leurs élèves, parce que du coup, on sait que malgré le fait que chacun avance à son rythme, on a le temps de répondre à leurs besoins personnels. Guillaume Pereira, comment vous voyez-vous l'arrivée donc de ces outils, ces nouveaux outils technologiques dans les classes? Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui a été dit avant est totalement vrai. Le numérique, finalement, ça fait assez longtemps que c'est présent dans l'éducation. Néanmoins, ce qui change là, ces dernières années, c'est qu'on est de plus en plus sur un besoin de personnalisation des contenus, des applications, et le fait qu'un enseignant puisse finalement... Est-ce que on a de plus en plus besoin ou on a de plus en plus d'outils pour répondre à ce besoin? C'est une force. Le numérique n'est qu'un outil en plus par rapport à tout ce qu'a aujourd'hui l'enseignant. Néanmoins, ce qui va être intéressant avec le numérique, c'est le fait de pouvoir finalement avoir des datas sur la façon dont sont utilisées les applications, qu'est-ce qui en est fait, combien de temps l'élève passe dessus pour faire un exercice. Et puis surtout, c'est aussi la possibilité d'avoir une école un peu plus inclusive, avec finalement des élèves qui peuvent avoir des fois des besoins particuliers, donc troubles autistiques par exemple, des élèves un peu dyslexiques, peuvent travailler en même temps que les autres élèves sur des contenus qui auront été peut-être un tout petit peu adaptés au préalable. Et finalement, c'est la fin du polycopier imprimé en 35 exemplaires. Donc ça change beaucoup de choses pour le professeur.
Ça change beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous me dites, finalement, pour les enfants, c'est presque naturel, cette relation qui s'installe avec l'outil numérique, voire même maintenant donc, le robot social. Pour l'enseignant, c'est-à-dire il faut redéfinir sa place. Oui, tout à fait. Je pense que Catherine ne me contredira pas. L'enseignant, de toute façon, reste au centre. Oui, peu importe les outils qu'on lui met à disposition. Par contre, il faut que ces outils soient sécurisés. Adaptés, bien sûr, pas forcément avoir des applications ou des contenus qui ne sont pas forcément à vocation éducative, et puis pouvoir lui donner les clés pour construire du contenu, le partager avec d'autres enseignants, peut-être même intermatières. C'est pas forcément réservé que aux enseignants de mathématiques, ça peut être aussi les enseignants de sport, ça peut être aussi les enseignants de littérature qui se saisissent du numérique. Et il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui font des super applications adaptées à tous les niveaux des élèves. C'est d'abord une aide en fait pour les enseignants. Effectivement, c'est une aide à laquelle il faut se préparer, se former. On n'intègre pas comme ça du jour au lendemain, j'imagine, ces outils, ces intelligences artificielles dans la classe. Oui. Et d'ailleurs, quand je dis dans la classe, est-ce que c'est limité à la classe? Est-ce que cet apprentissage personnalisé, c'est uniquement pendant les cours? Est-ce que c'est pendant des cours de soutien? Est-ce que c'est aussi à la maison? Comment est-ce que vous l'orchestrez? Comme les enseignants le veulent, parce qu'effectivement, c'est bien un outil pour aider les enseignants. Vous avez raison de dire qu'ils doivent s'y préparer, et pour nous, s'y préparer, c'est c'est ouvrir la boîte noire, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut pouvoir leur donner les clés, justement, de la manière dont ça fonctionne. L'intelligence artificielle, en réalité, ce sont bien des humains qui la règlent. Et effectivement, il faut que les enseignants comprennent, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les élèves, ils ont eu ce parcours-là, qu'est-ce qui a permis de... Et c'est pas si compliqué que ça. Donc nous, c'est vrai qu'on développe aussi des applications pour qu'elles ouvrent cette boîte noire, en partie. Voilà. Et une fois qu'on a ça, pour répondre à votre question, c'est vrai que nous, les petits modules qu'on développe, c'est vraiment pour que le professeur puisse les utiliser avant une séquence où il sait qu'il va y avoir un point dur et donc il va s'en servir. Ça peut être à ce moment-là en cours, ça peut être dans des groupes personnalisés, ça peut être selon le niveau qu'il a pour des élèves de lycée. Il va dire pour la prochaine fois, je veux que vous ayez travaillé ça. Nous, on a développé, dans la lignée de ce que vous évoquiez, et c'est une des grandes promesses aussi de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est des retours d'informations précis aux professeurs. Donc, ils ont des tableaux de bord qui vont leur donner justement ces retours qui sont impossibles à avoir autrement. Franchement, moi, j'ai été enseignante longtemps, vous le disiez. C'est très compliqué de faire de l'apprentissage personnalisé, même dans les petites classes. Ah, mais oui, c'est impossible. En fait, moi, au début de ma carrière, c'était la grande mode et c'était normal, la pédagogie différenciée. J'en ai fait 15 jours parce que quand j'avais fait mes 6 séquences différentes, ce qui est rien, quand on a 30 élèves, en fait, c'est pas possible de faire ça tout le temps. Donc, c'est une aide à la personnalisation, c'est une aide au retour d'informations que l'IA peut donner. C'est ce qu'on appelle les learning analytics. C'est vraiment ces analyses de données dans la lignée de ce que vous évoquez. Mais là, c'est l'enseignant seul qui doit être capable d'analyser toutes ces données, toutes ces informations. Non. Nous, on est là aussi, les entreprises, pour aller vulgariser en quelque sorte, pour donner des points de passage, pour donner des petites synthèses, etc. Et que le professeur, derrière, puisse prendre des décisions pédagogiques, en fait. Donc, c'est à la fois, évidemment, une promesse pour les élèves qui auront des parcours personnalisés, y compris dans leur spécificité, pour les enseignants qui vont se trouver aidés par cette technique qui ne serait pas possible à la main, j'allais dire. Vous voyez, c'est un petit peu ça le double enjeu. Alors j'avais une autre question pour Katharina, parce que ce premier travail des enfants en direct avec les robots, ça pose aussi des questions éthiques, puisque on se retrouve face à un robot donc, qui provoque des émotions. Alors je ne sais pas s'il renvoie lui-même des émotions, mais est-ce que ce n'est pas perturbant, ça, peut-être pour l'enfant, pour l'enseignant, de faire la différence entre l'humain, le robot? Quelle relation j'ai avec la machine? Est-ce que je ne suis pas trompée sur ces émotions ou ce qu'il me renvoie parfois? C'est une très bonne question et bien sûr, on se la pose tous. Dans les cas des MS, de ce robot en particulier, ce qui je trouve génial, c'est que c'est pas un humanoïde, c'est pas un robot qui ressemblerait à une personne. C'est plutôt un robot auquel l'enfant peut aussi ajouter par le biais de son imaginaire, par le biais de sa créativité. On a même des modules où on peut utiliser du pâte à modeler pour lui ajouter des oreilles ou autres éléments que l'enfant puisse souhaiter. L'émotionnel est basé sur les dessins animés, sur des émotions des dessins animés, encore une fois en renvoyant l'enfant vers l'imaginaire, vers ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît comme quelque chose de ne pas
complètement réel, donc de justement éviter de le tromper, de savoir que le robot reste un robot et on l'avait observé de près pour savoir à quel point il y a une relation saine qui s'est construite entre nos élèves et les MS. Et on est confiant de dire que c'est une relation qui est une très belle relation, qu'on peut comparer plus à une relation qu'un enfant a avec son peluche préféré qu'une relation qu'il peut avoir avec un autre humain. Donc ça reste dans le cadre, on va dire, du jeu d'éveil, mais un jeu d'éveil un peu perfectionné. Autre question, moi je me fais le porte-parole des inquiétudes aussi que peuvent avoir les parents face à toutes ces transformations. Là c'est peut-être plutôt pour Guillaume Pereira. Ma question c'est d'avoir ces outils aujourd'hui qui permettent d'avoir un apprentissage très personnalisé. Est-ce que ça ne pose pas la question de la pression qu'on va mettre à l'enfant qui doit absolument, qui est suivi au millimètre dans sa courbe d'apprentissage et qui doit réussir, atteindre des objectifs? Ce qu'on a vu en fait les 2 dernières années, notamment avec la situation sanitaire, c'est qu'on avait un besoin aussi de continuité pédagogique à la maison. On a des départements, je prends l'exemple du Val d'Oise, qui étaient dans une logique d'équipement mutualisé, donc des iPads qui étaient partagés entre les élèves dans les collèges. Ils ont pu, en fait, en quelques semaines, changer le mode et confier une tablette à l'élève à la maison et pouvoir travailler aussi de manière autonome chez lui. Ça s'est fait avec un cadre, bien évidemment avec un cadre au niveau des horaires, bien évidemment le fait d'éviter que l'élève travaille à minuit sur son exercice de maths, Oui. et puis aussi un cadre sécurisé au niveau des contenus. Un contrôle parental. Et c'est un contrôle de la collectivité, du collège, surtout des enseignants qui ont en fait la possibilité d'autoriser ou pas certaines applications, et puis avec aussi des contraintes d'horaire, bien évidemment. D'accord. Et après, on fait confiance en fait aux enseignants, et je pense qu'ils connaissent mieux leurs élèves que nous pour donner les bons contenus aux bons élèves, finalement que le numérique ne soit pas intrusif. Et sur la question donc, de la pression sur la réussite? Non, je pense que ça, c'est une bonne question. Les enseignants, en fait, aujourd'hui, utilisent le numérique comme un outil qui va permettre, par exemple, d'avoir une consigne expliquée sous différentes façons. Et pas forcément avoir des objectifs avec des scores ou des choses comme ça. Le numérique, c'est plutôt la possibilité pour l'élève aussi de libérer un peu de créativité. Et de pouvoir travailler sur de la vidéo, de l'audio, des choses qu'on a du mal à pratiquer en classe quand on n'a qu'un piano, par exemple, pour la classe en musique, ou qu'on a une seule caméra en sport, par exemple, pour la classe de PS. Et on peut aussi travailler avec différents outils. Vous avez cité l'iPad, parce que vous travaillez avec les outils Apple, mais en fonction du type de matériel, tous les outils ont une plus-value, que ce soit les robots, que ce soit des Mais on adresse justement différentes formes cognitives, différentes formes d'apprentissage aussi à travers le matériel. Oui, effectivement. Par exemple, nous, on se positionne bien comme une solution hybride, c'est-à-dire qu'on va couvrir une toute petite partie des besoins qui sont structurants, mais qui sont une chose parmi tant d'autres et qui n'invalident pas du tout, au contraire, d'avoir recours aux robots ou à des objets et aux professeurs. Sur la question de la pression, nous, il y a une notion très importante qui est, vous parliez beaucoup des sciences cognitives, et c'est vrai que, pour reboucler avec le sujet précédent, c'est un peu l'espoir qu'on a aussi, qu'on puisse contrecarrer des projets comme celui d'Elon Musk aussi par une éducation qui, voilà. C'est une éducation aussi, ça forge une culture numérique. Oui, oui, exactement. Et aussi qui partent d'une notion qui est un petit peu antinomique, même si elle pourrait se confondre avec la pression, qui est celle de la curiosité intrinsèque. Bon, ça, c'est quelque chose de la bêta-cognition et qui fait que l'enfant n'est pas sous pression. Il est porté par son propre désir. Merci beaucoup à tous les trois. Je suis désolée, on arrive à la fin de notre entretien. Merci à Katharina Buti qui était connectée avec nous, fondatrice de Spell Languages et responsable de l'implémentation en francophonie du robot EMIS. Et merci à Catherine Villepuillière, cofondatrice d'Évidence B, et Guillaume Pereira, responsable éducation chez Jams France.